Ça m'a permis de mettre en lumière que incapable de bosser réellement plus de 6 à 7 heures par jour, grand maximum en vrai, vraiment du travail productif. Et ce triptyque-là, c'est clairement ce qui fait la différence entre un sportif de haut niveau qui arrive à Ouais. atteindre des perfs exceptionnels et le gars lambda. Et c'est assez important de savoir dans quel... Alors c'est un peu les 4 maisons de Poudlard, mais c'est assez intéressant de savoir dans lequel on se situe à peu près, parce qu'en fait, il donne pas mal de conseils faciles à appliquer en fonction de ton chronotype. Donc connaître tout ça, moi je trouve que c'est un outil que tous les entrepreneurs devraient connaître, maîtriser, et ils devraient bosser dessus. Le principe du WhatsApp Call est simple. 2 fois par mois avec Hugo, entrepreneur dans la FinTech, nous nous connectons à un Meet pour échanger sur nos business respectifs. Moi, c'est Fabien, et je suis également entrepreneur dans la tech avec mes 3 associés, dans l'univers des intelligences artificielles, notamment dans les CRM et la relation client des entreprises. Et avec Hugo, pendant cette visio, on y parle principalement entrepreneuriat, tech, IA et finance. On s'apporte mutuellement de la valeur avec nos expériences des 15 jours passés depuis le dernier call et nos différents sujets de veille, et on a commencé à les enregistrer afin de constituer un véritable journal de bord de nos évolutions. Mais on s'est dit, si ça nous apporte de la valeur à nous, ça peut en apporter à d'autres. Alors, on a décidé de publier nos visios. Ok, un épisode exclusivement réservé à un sujet extrêmement important, Hugo, c'est la gestion du temps. Je dirais même du temps et de l'énergie et de l'efficacité quand on est entrepreneur. T'as pas mal de choses à dire, je crois, à Ouais. ce sujet. Je te laisse Et commencer, puis, puis je complète. ouais, et puis avoir ton avis aussi, avoir ton point de vue. Alors, on peut parler de pas mal de choses dès qu'on parle de ce genre de sujet. Moi, ça fait juste un petit background check pour bien comprendre bah, du coup ce que j'ai testé, ce que j'ai pas testé dans la productivité, dans ma manière de gérer mon temps, etc. C'est que du coup, je suis en télétravail depuis maintenant 3 ans et c'est du full télétravail. Je vois très, très rarement soit mes associés, soit les personnes avec qui je bosse. C'est quand même assez rare, on va dire une à 2 fois toutes les 2 3 mois, donc c'est assez léger et le reste, c'est à la maison, dans le salon. Donc il faut gérer aussi à la fois le fait de vivre, bah, chez soi et puis en même temps de gérer son bureau au même endroit et donc du coup, j'ai essayé de trouver un petit peu des techniques aussi qui me sont propres, mais qui je pense, peuvent pas mal servir. Puis je suis curieux de savoir toi comment tu fonctionnes. Mais l'idée, c'est vrai que dès que tu bosses pour toi, dès que tu bosses en tant qu'entrepreneur, tu es obligé à un moment donné de gérer un petit peu la solitude et gérer aussi, bah, la liberté qui va avec. C'est-à-dire, pour être capable de bien gérer ton temps, de te fixer toi-même tes objectifs et tes prios et ça, bah, c'est un peu ultra important parce que, bah, je sais pas si tu vois le biais psychologique, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est, l'idée que si on te donne 3 jours pour faire un truc, tu vas le faire en 3 jours, mais que si on t'en donnait 2, tu aurais pu le faire en 2 aussi. C'est simplement que tu vas étirer la tâche que tu as à faire pour avoir, en fait, juste, pas forcément avoir à faire, quelque chose d'autre et c'est vrai que, quand tu es en tant qu'employé, bah, c'est pas très grave en soi si le tech lead ou le manager a décidé que tu prendrais 3 jours pour faire une tâche, bah, autant, profiter et le faire en 3 jours. Mais dès que c'est ta boîte et dès que c'est tes projets à toi, c'est pas forcément une bonne manière de penser parce que si tu commences à perdre du temps et que finalement tu aurais pu le faire en 1 jour et demi, bah, tu auras perdu pas mal de temps. Parce que si toi tu avances pas sur un sujet, ça avancera pas du tout. Donc du coup, bah, on peut essayer de voir deux trois points différents. Je pense que, ce qui peut être intéressant, c'est, déjà traquer son temps et être conscient en fait, de traquer son temps. Alors je sais pas si tu as déjà testé toi de traquer ton temps de façon perso, on va dire? Parce que c'est vrai que dans des boîtes, il y en a pas mal qui aiment, dans des grosses boîtes, il y a on demande souvent finalement aux employés de traquer leur temps. Ça plaît pas généralement. Alors, du coup, bah, je l'ai fait tout seul quand même pour tester et je l'ai testé pour, surtout me rendre compte en fait à quel point, je travaillais ou je travaillais pas. Parce que c'est assez facile de dire, quand tu bosses tout seul, en fait, j'avais l'impression de travailler de 8 heures à 21 heures chaque jour. Mais, ça, c'était juste une impression parce qu'en fait, quand j'ai commencé à traquer mon temps et je l'ai traqué pendant environ 6 à 8 mois, j'ai voulu tester un petit peu et en fait, tu te remarques que dès que tu t'arrêtes, en fait, pour faire une pause, alors je le faisais vraiment de façon, très stricte, hein. C'est-à-dire que dès que je faisais une pause, dès que j'allais aux toilettes, dès que j'allais me prendre un café et cetera, je voulais stopper le temps pour vraiment, voir à quel point, bah, je travaillais à la fin de la semaine. Donc, sur une journée, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est en moyenne, finalement sur la semaine et même sur le mois, de savoir comment ça évolue.
Et c'est assez fou parce que, bah, du coup, je remarque que et maintenant ça m'a permis de mettre en lumière que incapable de bosser réellement plus de 6 à 7 heures par jour, grand maximum en vrai, vraiment du travail productif et encore 7 heures parfois c'est assez chaud. Je sais pas toi si tu y arrives forcément, si tu trouves que c'est du travail efficace au-delà d'une certaine heure? Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, quoi. Moi, remarqué un truc et avant que tu nous partages d'autres résultats, je voulais te poser cette question, c'est qu'il y a deux manières de traquer le temps. Au début, je le faisais comme je le faisais en entreprise. J'ai fait à titre perso Ouais, aussi, pas aussi longtemps, mais je le faisais comme je le faisais en entreprise, comme j'avais l'habitude de le faire, c'est-à-dire que je traquais le temps à des fins statistiques en matière de nature de tâche. Enfin, non, pas de nature de tâche, de type de mission plutôt. OK. Donc par exemple, quand je bosse sur tel dossier, j'ai bossé 2 heures sur tel dossier, avec à chaque fois un type, est-ce que c'est de la prospection, de l'avant-vente, voilà. Mais je faisais ce découpage-là. Et en fait, j'ai été confronté à un problème, c'est que finalement, ce qui est intéressant, alors ça, c'est intéressant, mais pour la gestion business, mais à titre perso, il manquait ce que j'appelle l'analyse rétrospective ou rétroactive, tu vois, c'est-à-dire, alors je dis rétro, mais peut-être pas, peut-être qu'il y a une méthode, c'était la question que j'ai à te poser après, c'est peut-être qu'il y a une méthode pour le définir en amont ou en cours de, c'est au-delà de traquer sur quelle nature de tâche tu es en train de bosser, c'est dans quel état d'esprit tu es. Est-ce que tu es en Mmh. mode deep focus? Est-ce que tu es en mode récréatif, je pose mon cerveau parce que là je suis cramé et donc je fais une tâche un peu lambda qui ne nécessite pas de trop réfléchir? Est-ce que je suis en mode justement, j'ai pas défini ces différents modèles, mais ça, ce serait intéressant à le creuser. Et surtout, ce qui m'a manqué aussi, mais là, je vais peut-être un peu loin, c'est comment je me sens. Parce qu'en fait, Ouais, ce qui m'intéressait et qui m'a manqué, c'est pour ça que j'ai assez vite arrêté, c'est ce côté un peu journal de bord. Alors, comme tu dis, quotidiennement, c'est pas utile, mais sur le long terme, ça m'a manqué d'avoir ça pour établir, grâce à des corrélations ou des causalités, pour établir des modèles, des patterns qui ressortiraient de ça. Par exemple, alors moi j'ai observé juste un truc, mais qui était finalement assez simple à observer, c'est que mon créneau 14-15 heures, créneau digestion globalement, parce que je mange pas, voire peu le matin, ou ouais, non, pas du tout le matin, et du coup, mais je crois qu'il y a un sujet jeûne intermittent que tu ouais, voudrais on pourra partager. discuter après. Moi, je mange pas le matin, je mange le midi. Très souvent, j'ai un peu la dalle, donc je mange bien le midi. Et en fait, 14-15, pire créneau pour moi. Parce que globalement, je suis pas léthargique, mais je suis pas loin. Et j'ai remarqué ça assez naturellement, de manière simple, même sans traquer le temps. Et donc, je me suis adapté. Je me suis dit, bon, bah, en fait, mes grosses propales, mes sujets qui demandent beaucoup de concentration, c'est pas de 14 à 15. De 14 à 15, je fais des rendez-vous, ou comme ce qu'on fait là actuellement. Bon, là, il est 15h10, mais Mmh. parce que ça me maintient éveillé, j'ai pas besoin d'être hyper concentré, je fais ça naturellement. Mais en fait, ce qui m'a manqué, c'est à chaque fois que j'associe un créneau de travail à une tâche, par exemple, bah, que je puisse avoir cette analyse rétroactive. Je sais pas si toi, parce que du coup, j'ai pu établir aucun modèle. J'ai pas pu Mmh. dire, par exemple, bah, mon chronotype c'est temps, j'arrive à être deep focus 2 heures d'affilée, ou au contraire, j'ai en moyenne 10 distractions par heure, enfin voilà. Tout ça, je l'ai pas mesuré. Et en fait, je pense que on a l'impression que c'est trop, mais je pense que c'est hyper intéressant de le faire, surtout quand on est entrepreneur, parce que la valeur temps, c'est la plus grande des armes qu'on a, en fait. C'est la plus grande des Ouais. ressources qu'on a. Et tous les matins, on se réveille avec un capital temps qui est limité. Et la moindre minute qu'on va dépenser, faut qu'elle soit rentable d'une certaine manière. Et donc, comment optimiser ça? Je pense que c'est hyper primaire et pas du tout futile quand on est entrepreneur. Je sais pas si toi, tu as observé ce manque. Ouais, je l'ai bien senti et je suis pas forcément allé, aussi loin de ce que tu voulais, c'est-à-dire au moins traquer peut-être mon humeur, à quel moment. Par contre, c'est vrai qu'en faisant ça, bah, j'ai clairement compris qu'effectivement de 15 heures à 16 heures, moi c'est plus de 14 heures à 16 heures, tu vois? C'est 2 heures, toi c'est qu'une seule, moi c'est 2. Mais je sens que ouais, c'est très compliqué et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, c'était impossible de faire, vraiment du travail, deep focus, pendant plusieurs minutes, voire heures. C'était quasi impossible et par contre, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais remarqué que, j'étais incapable de travailler plus d'1 heure réellement, en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin toutes les heures
de finalement, aller me dégourdir un peu les jambes, juste me lever, aller aux toilettes, prendre un café ou quoi que ce soit. Parce que, au-delà d'une heure, bah, en fait, je commence vraiment à plus rester, aussi focus et la moindre petite distraction, que je peux avoir ou quoi que ce soit fait que ça me coupait. Donc en fait, j'ai surtout remarqué que mes heures étaient vraiment en silo de 1 heure. Mes journées, en fait, étaient en silo de 1 heure. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai trop pris l'habitude avec l'école? J'en sais rien. Parce que du coup, ça à chaque fois, ça dure 1 heure et demie. Mais, heu, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace et je préférais, par exemple, travailler, 2 heures, voire 3 heures le matin, mais, en faisant, 3 fois 1 heure et non pas, en essayant de faire absolument, 4 heures d'affilée de 8 heures à 12 heures ou quoi que ce soit et j'ai trouvé que c'était bien plus efficace. Après, je suis pas forcément allé jusqu'à traquer mon humeur ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'à un moment donné, quand un système, il devient un peu trop complexe à mettre en place, tu l'as dit, en fait, tu perds vite l'envie de le faire et cetera donc j'ai voulu vraiment rester assez simple et j'avais utilisé, Toggle Tracker. Je crois que tu l'avais utilisé déjà, on en avait déjà un peu discuté et c'est vrai que le truc est ultra simple à mettre en place, tu pouvais effectivement le mettre en fonction de tes projets et cetera et comme j'étais sur plusieurs projets en même temps, ça me permettait justement de traquer. J'essayais de faire la partie, même de traquer aussi mes parties, perso donc quand, j'avais besoin de faire de l'administratif, quand j'avais besoin, bah, de gérer moi-même mes to do, de savoir qu'est-ce que j'allais faire et cetera. Ça prend du temps finalement quand même dans une semaine, si tu fais ça un peu tous les jours et que tu es obligé de gérer toi-même. Donc en fait, j'ai trouvé ça intéressant aussi de le voir et j'ai remarqué que, bah, ça prenait à peu près, 5 de mon temps avec, un projet qui m'en prenait, 70 et le reste, c'était sur un autre projet. Donc en fait, c'était, et tous les mois, ça se ressemblait pas mal. Donc à un moment donné, je remarquais que ça avait, moins d'intérêt de le faire dans le sens où, je continuais de travailler ces 2 projets-là. J'avais plus ou moins trouvé ma routine et cetera donc tant que la routine ne change pas, bah, en fait, il y a pas forcément besoin de traquer son temps aussi longtemps si on sait que ça va se ressembler de mois en mois. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant à la fin de savoir, combien de temps tu bosses et à quelles heures tu bosses aussi, quoi. Mais ça, c'est un pattern extrêmement puissant à connaître parce que j'imagine que ça influe directement la manière dont tu estimes tes tâches et dont tu organises ton travail. Mmh. Parce que le fait de savoir que 2 heures d'affilée, c'est pas une bonne manière de faire, c'est tout con, mais en fait, ça change déjà énormément de choses. Ouais. Ah Comment oui, tu non. le... Parce que ça, après, ce que tes découvertes, parce que je pense qu'après, comme tu dis, il faut pas non plus tout traquer tout le temps. Je pense que c'est un travail relativement introspectif de connaissance de soi et de se dire, bah, euh, je- moi, c'est un truc auquel je pense en ce moment, c'est de créer une sorte de charte de moi-même, tu vois, de manifeste que je vais alimenter au fil de l'eau et, et de pouvoir dire chaque fois que je fais une découverte de fonctionnement, je le note et comme ça, à la fin, ça me fait, parce que sinon, tu risques de découvrir un truc, oublier ce que tu avais découvert la semaine d'avant et voilà et donc d'y aller comme ça par itération c'est assez intéressant et j'ai pas encore trouvé le support le format adéquat. Je sais pas si toi après cette découverte là, enfin, est-ce que tu en as fait quelque chose, enfin, c'est quoi ton plan à l'avenir, c'est de te lister tout ça parce que j'imagine que tu vas petit à petit découvrir de nouvelles choses sur ce qui Mmh. Ouais, fonctionne bah bien et mal. ouais, beh, c'est en fait, pendant cette période où j'ai traqué mon temps, j'ai quand même senti c'était principalement l'année dernière, j'ai quand même senti que j'étais, très productif par rapport à cette année-là où j'ai un peu plus de mal parce que justement, j'ai arrêté deux trois trucs, à côté, j'ai changé deux trois organisations, j'ai aussi changé de projet derrière et je sens que j'arrive à être bien moins productif, on va dire pendant ce début d'année 2026 que par rapport à comment j'étais en 2025. C'est pas très grave, il y a des hauts et des bas, hein, mais c'est vrai que à vouloir aussi, à avoir, eu un peu ce côté-là en 2025 où j'avais réussi, j'avais l'impression d'abattre énormément de boulot et de réussir à vraiment être, concentré. J'essaye de le retrouver donc je me suis quand même beaucoup posé, pour, justement savoir qu'est-ce qui fonctionnait sur moi. J'ai pas forcément eu besoin de l'écrire quelque part. Je pense que le but aussi, c'est de se connaître le mieux possible et c'est vrai que j'essaie de le garder en tête et de savoir ce qui fonctionne. Par exemple, je sais très bien que, bosser, me lever à 6 heures du mat et bosser à partir de 7 heures, aucun souci. Par contre, bosser après 23 heures, moi, c'est impossible. Je n'arrive pas du tout à bosser quand il est, trop proche de minuit et j'ai vraiment du mal et je sais que je vais avoir du mal le lendemain si je me couche après minuit, par exemple, voire 23 heures.
C'est des choses comme ça, je pense, qui est super intéressantes à voir. On a tous un peu, on intuite tous un peu ce genre de choses en fonction de si on se connaît. Est-ce que quand on était ado, quand on était plus jeune, étudiant ou quoi, de savoir ce qui fonctionne ou pas sur nous. Mais le fait de le traquer, c'est quand même révélateur. Ça te permet vraiment d'être sûr que ton intuition était bonne. Mais tu vois, je pense qu'au-delà de le traquer, à mon avis, c'est important de l'ancrer parce que dernièrement, je réfléchis beaucoup comment dire, à un triptyque discipline, rigueur, constance. Tu vois, bon, au final, je pense que les trois sont très liés, mais en fait, ça, c'est en ce moment, enfin voilà, j'en parle beaucoup autour de moi, etc. Et ce triptyque-là, c'est clairement ce qui fait la différence entre un sportif de haut niveau qui arrive à Ouais. atteindre des perfs exceptionnels et le gars lambda. Et en fait, il y a deux choses. La première, c'est que déjà, c'est en fait hyper accessible. Tu vois, alors, je dis pas que c'est hyper accessible d'être Michael Jordan, mais par contre, d'atteindre des performances qui sont au-dessus de la moyenne, c'est hyper accessible. Peu importe le domaine, peu importe si c'est dans le travail, peu importe si c'est dans le sport, dans n'importe la nutrition, peu importe le domaine. C'est en fait hyper accessible parce que quand tu maîtrises ces trois-là, tu vois, que tu fais preuve de rigueur, de discipline et de constance, sur le long terme, tu auras des résultats. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est pourquoi, alors que c'est finalement à la portée de tous, pourquoi aussi peu de gens s'en servent, l'exploitent pour atteindre des objectifs qui pourraient se fixer. Ouais. Et c'est une vaste question. Tu vois, tu dis, attends, il est où le problème d'un truc aussi transformateur dans la vie, finalement aussi accessible, mais que les gens ne se saisissent pas. Et donc ça m'a amené à me dire, bah finalement ce qui est véritablement dur, c'est pas de se lancer là-dedans. Ce qui est véritablement dur pour justement avoir cette constance et cette discipline et cette rigueur, c'est de ne pas le mesurer. Ouais. Tu sais, tu prends un Ah, régime, ça fait peur de mesurer, hein. T'as peur d'être déçu. ouais, et puis c'est je pense qu'on n'est pas branché pour ça, tu vois. On est des Ouais, êtres clairement. sociaux relativement intuitifs et primitifs sur ce sujet-là, et on n'est pas là à tout traquer, enfin, parce que c'est pas aussi le mode de vie. Enfin, ça peut faire peur, comme tu dis. Il y a que Brian Johnson, tu vois, qui mesure tout. Mais c'est intéressant quand même de voir pourquoi il le fait, etc. Et tu dis, mais c'est des contraintes dans la vie, c'est se foutre une prison, c'est vivre dans un monde où tu passes ton temps à tout traquer, etc. Et voilà. Et en fait, pour moi, la clé, elle est là. C'est-à-dire que quand tu mesures, tu arrives à garder la motivation, parce que ce qui te fait perdre la discipline, la constance et la rigueur, c'est parce que tu perds la motivation, parce que tu n'arrives pas Mm. à voir qu'il y a du changement. Et comme les changements, ils arrivent très rarement en 2-3 jours, bah, tu es obligé d'instaurer, quand tu t'inscris comme ça dans une démarche de je vais améliorer n'importe quoi enfin, telle compétence dans X discipline, tu es obligé de le mesurer et de l'ancrer et de te dire bah, je gère ça comme je gérerais en fait un indicateur de performance dans une entreprise, quoi. Et Mm. ça, je trouve que c'est le hack qui est tout con, mais c'est le hack qui permet de dire bah, à partir du moment où je mesure, je vais pouvoir constater un changement, donc conserver la motivation, donc bah, derrière le sujet discipline, constance, rigueur, finalement il va être beaucoup plus simple à tenir dans le temps et j'aurai les résultats que je veux. Et du coup, comme tu disais, quand on est ado, on apprend beaucoup de choses sur nous parce qu'on fait un peu toutes les conneries du monde, mais vu qu'on le mesure pas et qu'on l'ancre pas, bah, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça que Mm. moi j'insiste sur ce côté, je deviens presque un peu psychopathe là-dessus, sur le côté, bah, il faut que quand il y a un truc qui me tient à cœur, faut que je le mesure et que je l'entérine. C'est pour ça que je parle de manifeste, de charte envers moi-même, etc. C'est que il faut le graver dans le marbre, ce truc, et se dire, ok, bah, euh, mon heure 14-15, elle est pas ouf. Soit ça me pose aucun problème, soit si ça me pose un problème, c'est comment je le change. Et le comment je le change, bah, je prends n'importe quel domaine. Par exemple, bah, peut-être qu'il faut que je mange moins, je dis n'importe quoi. Bon, bah ok. Le simple fait de me dire je vais manger moins le midi, si je m'arrête là, tu vois, j'aurais rien fait. Parce que je vais le faire, je vais le constater 2-3 fois, je serai pas régulier, des fois je le ferai pas. Et j'aurais pas le recul de me dire, bah, chaque fois que je l'ai fait, ou alors le fait de le faire de manière récurrente sur X période, ça a changé ça. Et donc si j'ai pas cette donnée-là, donc ce résultat de la mesure, bah, je vais pas tenir dans le temps. Et je vais revenir Mm. finalement à mes anciennes habitudes, et c'est ce qui explique pourquoi,
99% des, comment on appelle ça, des bonnes décisions, là, des bonnes trucs de Des bonnes nouvelles, des résolutions. bonnes résolutions, elles sont pas tenues parce qu'en fait, Ouais. les gens ne sont pas assez euh, rigoureux, disciplinés et constants, non pas sur l'acte d'amélioration lui-même, mais sur la mesure et l'analyse. Et je pense que les deux vont de pair. Sinon, Mm. on fait que la moitié du job. Ouais, mais je suis content d'avoir traqué mon temps. Je le traquerai évidemment pas toute ma vie et j'ai arrêté de le faire. Mais je pense qu'il faut à un moment donné le faire. C'est comme, pour moi, bah, comme traquer par exemple les calories que tu manges. Si tu veux perdre du poids ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu es obligé de savoir bah, où tu en es, à quel point tu en es et de se forcer. Et c'est ultra long parfois à compter ses calories ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, il y a des apps qui fonctionnent vraiment bien pour ça. Mais ça paraît con, ça paraît toujours un peu abusé quand quelqu'un te dit qu'il le fait, tu le trouves un peu pour un mec, un go muscu qui en fait trop et qui vraiment, ouais, genre, juste ne profite plus de la vie. Mais je pense que c'est important de le faire, de savoir aussi s'arrêter et de ne pas le faire quand il faut pas. Si c'est un anniversaire, si ta copine te demande d'arrêter juste pour le week-end ou quoi que ce soit, faut savoir le faire. Mais globalement, faut à un moment donné se forcer un peu à faire ce genre de choses, à se comprendre. Et ensuite, bah après, c'est tranquille, quoi. Parce que justement, tu as appris les techniques, tu t'es appris, t'as appris sur toi, et puis ensuite, tu peux enfin en profiter, quoi. Moi, en ce moment, le truc qui m'obsède par rapport à ça, et je pense que, parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un entrepreneur qui bosse beaucoup sur ce sujet-là, et plus j'y repense, plus ça m'obsède, plus je me dis, putain, il faut que je bosse ce truc, c'est établir des patterns de corrélation, des corrélations entre ma, ma variabilité de fréquence cardiaque, d'une part, et la qualité des décisions que je prends. C'est pas si simple parce que Ok. bon, déjà il faut un outil de mesure de la variabilité de fréquence cardiaque. En gros, pour l'expliquer en trois mots, je sais pas si tu es à l'aise avec enfin, si t'es, Non, au bah, fait de bah. tous ces trucs là. On parle beaucoup de bah, alors, typiquement la variabilité de fréquence cardiaque, c'est quoi? C'est si tu as un pouls de 60 pulsations minutes, ça veut pas dire que ton cœur il bat une fois par seconde. En fait, il va battre pendant les 20 premières secondes, il va battre deux fois, puis après il va battre une fois toutes les 2 secondes, puis enfin voilà. Et donc ça, c'est ta variabilité de fréquence cardiaque. Et en fait, c'est jamais constant. Et ça, visiblement, alors je suis pas du tout expert sur le sujet, mais visiblement, ça en dit long sur ton état émotionnel, ton état de stress. Bon, plus globalement sur ton état de santé, mais à l'instant T, ça en dit long sur ton état émotionnel. Et bah, je pense qu'il y a suffisamment d'études qui établissent des causalités entre ton état émotionnel et des décisions merdiques que tu prends. Et globalement, il y a des fois où il ne faut pas prendre de décisions, ou alors tu sais que tu vas les prendre dans les pires conditions possibles parce que tu es super stressé, tu n'es pas bien, tu n'es pas serein, voilà. Mais du coup, en mesurant ça et en établissant, parce que ça c'est très personnel aussi, en établissant des modèles, je pense qu'on peut arriver à un truc où chaque fois que tu as donc la variabilité de la fréquence cardiaque, l'acronyme c'est HRV, je crois en anglais. Ok. Et donc, si tu arrives à établir la corrélation ou la causalité entre HRV et décision bonne ou mauvaise, bah, tu pourrais presque être dans comment dire, de la prédiction de là par rapport à en temps réel comment je suis. Ouais. Est-ce Je que je sais que peux prendre la décision? je suis dans une fenêtre de prise de décision pas folle, au contraire extraordinaire, etc., etc. Et quand on voit que la vie qu'on mène finalement, c'est quoi? C'est la somme des décisions qu'on a prises. Grosso modo, après, bon, ça, il y a plein de gens qui ne seront pas contents parce que y a des fatalistes, il y en a plein qui disent ouais, il t'arrive des dingueries dans la vie et ça n'a rien à voir avec les décisions que tu prends, etc. Moi, je pense que, je sais pas si t'as la ref, mais c'était Kerry James qui avait fait, tu sais, Kerry James, il avait fait deux films sur Netflix, je crois. Mhm. Et c'était sa plaidoirie en fait. C'était le fait de dire ok, on vit pas avec les mêmes chances, on n'est pas avec les mêmes chances, etc. Mais en fait, à la fin, la vie est une question de choix. Et bon, Ouais. ça, c'est une idée qu'il a toujours défendue. C'est une position philosophique comme une autre. Je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça. Moi, c'est un truc auquel je crois, même s'il y a des choses qu'on décide pas. À la fin, le comment tu réagis, ça reste quand même ta décision, et le chemin intérieur que tu vas faire, ça reste aussi ta décision. Et donc, c'est pour ça que je reviens à ça. Et quand on sait que la vie qu'on mène, le
confort qu'on se crée, le degré de liberté qu'on a et tout, globalement, à quel point on est bien ou pas bien, ça dépend pour beaucoup des choix qu'on fait. Donc en fait, on pourrait, là je suis en train d'établir une théorie du bonheur, hein. On pourrait peut-être faire un lien entre cette variabilité de fréquence cardiaque et la vie qu'on mène, tu vois, d'une certaine manière. Alors, entre-temps, il faut le découper, tu vois. Là, l'idée, c'est la prise de décision pour être très... parce qu'il y a des décisions qui se mesurent sur 10 ans, donc c'est trop compliqué. Et puis, en plus, c'est l'effet papillon, tu vois. Donc, ça, c'est Ouais. trop compliqué à mesurer. Mais par contre, d'un point de vue business, il y a des décisions qui se mesurent très rapidement, quoi. J'accepte ce client, je refuse ce client, et ben à chaque fois se dire dans quel état émotionnel, quel était mon HRV au moment où j'ai pris cette décision. Et tout ça, ça se mesure, mais par contre, ça nécessite une sorte de journal de bord. Tout ça, ça se Ouais. mesure, et après, ça te permettrait d'établir des modèles qui, tu vois, quand tu es en négociation, par exemple, je sais plus qui disait, putain, j'ai zéro ref, je sais plus, c'est Warren Buffett ou voilà, un grand de ce genre qui disait de façon quand on négocie, il faut être hyper à l'aise avec le fait de perdre. Et là, tu seras le Mm. meilleur négociateur. C'est logique, hein. Si tu arrives et que tu peux pas perdre la négociation, tu vas faire une mauvaise affaire. Et ça, c'est pareil, c'est très lié à l'état émotionnel du moment. Mm. Après, à l'inverse, faut pas non plus partir que sur ça. C'est-à-dire, tu regardes pas ton HRV et tu dis: «Ah, je peux pas prendre de décision». Non, Donc, faut c'est réussir à trouver, je pense, le bon compromis, tu vois, et avoir justement tous les facteurs qui rentrent en jeu quand tu prends une décision ou quoi que ce soit, heu, que ça reste un facteur parmi tant d'autres, je pense. exactement, c'est à rajouter en fait à la grille de lecture. Mmh. Parce que généralement, en plus, encore une fois, c'est très pragmatique. Finalement, ça paraît un peu dingue dit comme ça, mais c'est finalement très pragmatique. C'est-à-dire qu'on prend des décisions selon des critères plus ou moins rationnels. Et en fait, à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, je ne parle pas de la décision de est-ce que je mets tel ou tel dentifrice sur ma brosse à dents, voilà, parce que je ne sais plus, je crois qu'on prend 10 000 décisions par jour. Voilà, je ne parle pas des Ah ouais. décisions comme ça. Je parle des décisions voilà, où on se creuse un peu le cerveau, quoi, qui ne sont pas des décisions intuitives. En fait, ce qu'on fait quand on cherche à prendre une décision, c'est qu'on analyse globalement un peu les critères qui nous viennent. Et en général, dans ces moments-là, on est preneur d'informations. Et on a des fois, d'ailleurs, il y a un autre biais cognitif qui, je ne sais plus comment il s'appelle, pareil, mais qui nous fait tomber dans vouloir prendre en compte trop de facteurs. Mmh. Et ça, il faut en avoir conscience aussi, c'est que quand tu veux prendre en compte trop de facteurs, au bout d'un moment, tu te perds de l'objectif initial, tu te perds dans la prise de décision, etc. Mais par contre, d'avoir quelques critères assez robustes et constants sur lesquels tu es à l'aise parce que tu les as bossés, tu les as affinés pour toi, etc. et qui te font un peu le guide, le phare dans la nuit, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas effectivement être monocritère et se dire moi, Chervé, il est pourri, je prends zéro décision, tant pis. C'est plutôt de se dire ça rajoute un critère de plus à l'analyse et qui, pour le coup, est un critère presque, je dirais pas scientifique, pas à ce point, mais beaucoup plus objectif et rationnel que la plupart des autres critères généralement. Parce que en vrai, on prend des Ouais. décisions avec notre système limbique et on prend des décisions avec notre cerveau émotionnel. Et donc, tous les critères qu'on s'invente très souvent, c'est juste pour rationaliser des émotions. Donc, Mmh. je trouve que c'est un outil assez. Enfin, j'aimerais le mettre en œuvre. Bon, ça nécessite un truc, c'est de pouvoir mesurer sa variabilité de fréquence cardiaque. Il existe plein de trucs, hein, tu vois. Toi, je sais pas si tu as un Oura Ring ou une Apple Watch. Tu as une Apple Watch, toi? Non, Non, que dalle? non, ouais, non, j'en ai pas. Ouais, j'ai rien pour gérer ce genre de choses. J'ai essayé pendant un moment donné des applis pour gérer le sommeil, pour savoir si tu dormais bien ou quoi, mais j'ai jamais compris en tant que développeur comment fonctionnait le fait de pouvoir poser un téléphone à côté de moi, genre sur ma table de chevet, et ne rien faire. Et genre pas Ouais. avoir de montre ou de bague ou quoi que ce soit qui mesure ma fréquence cardiaque ou autre chose ou quoi que ce soit. J'ai jamais compris comment ça pouvait fonctionner. Donc, bon, j'ai essayé, Et alors? mais rien de plus. Bon, ça m'avait pas. En plus, ça donne un pourcentage de ton sommeil qui n'est pas forcément corrélé à ton ressenti. Or, c'est quand même ultra important aussi ton ressenti sur ce genre de choses. Et ouais, ça m'avait pas marqué. J'avais fait ça une dizaine de jours, puis après, j'ai arrêté. Je sais pas si toi, t'es allé un peu plus loin, mais.
Non, jamais. Moi, j'ai toujours vu ces. J'ai rien de tout ça non plus. J'ai toujours vu ces apps là d'analyse de sommeil comme juste gadgets. Tu vois, en plus, t'en as qui te disent voilà, t'as pété 4 fois cette nuit. T'as parlé de minuit à minuit une. Et en vrai, ça, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il n'y a rien qui. C'est pas parce que t'as pété 4 fois ou 20 fois que t'es plus ou moins en bonne santé. Donc, pour Mm. moi, c'est récréatif. C'est histoire de. Alors, par contre, c'est des apps qui sont florissantes. Donc, il y a un public, hein. Ouais, J'espère que les gens ne donnent pas énormément de crédit là-dedans parce qu'effectivement, quand on est développeur et qu'on sait quel type de données on peut récupérer à travers un téléphone, aussi puissant soit-il, je sais pas, j'imagine qu'ils utilisent un peu l'accéléromètre pour peut-être, si tu le poses vraiment sur le lit, tu peux peut-être mesurer, tu sais, des mouvements. Mais bon, ça doit ouais, dépendre beaucoup peut-être, de mais ils ton te vendaient matelas. même pas. Enfin, souvent c'est lié quand même à des montres ou à des bagues ou quoi que ce soit. Là je peux comprendre. Je pense qu'il y a des vraies corrélations. Mais c'est vrai que quand t'as pas ce genre d'outil qui est collé à toi ou même effectivement collé à ton lit, là je trouve que ça reste trop approximatif, quoi. Ouais, puis ces apps-là, ces éditeurs d'app-là, ils sont très opaques sur la méthode de calcul parce que Ouais, bizarrement. c'est ça qui compte le plus. Donc voilà, ils te ressortent un truc qualitatif, à mon avis, qui vaut pas grand-chose. Mais par contre, je pensais que tu avais une Apple Watch ou oula, ou une montre Garmin ou tu sais, une montre connectée ou un équivalent. Ouais. Non, non, pas encore testé. Et ça Mais à t'intéresse? tester, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Les bagues, je trouve que c'est de plus en plus joli. En vrai, ça reste très simple. Pas trop chiant. Moi, je suis pas un grand fan de montres, donc ça m'embêterait pour les montres. Hormis des montres vraiment pour du sport, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui ont des Garmin ou des trucs comme ça et qui, bon, si c'est pour rester sur le canapé toute la journée, ça sert pas forcément à grand-chose. Donc, faut quand même justifier aussi le prix, je trouve, de telle ou telle montre. Même l'Apple Watch, à part pouvoir payer sans son téléphone, il y a des fois, je me demande à quoi ça peut servir directement, à part l'heure et puis la fréquence cardiaque. Donc, je trouve que c'est quand même des gadgets qui coûtent souvent très très cher pour ce que ça procure. Et je trouve que c'est un effet un peu perverse dans le sens où c'est des informations. Est-ce que tu en as réellement besoin de le savoir? Est-ce que tu vis pas tout aussi bien sans le savoir? Moi, j'ai pas forcément besoin de savoir ma fréquence cardiaque et je pense que ça pourrait me stresser plus et sans réel intérêt si je sais pas si j'apprenais que j'avais des pics de fréquence cardiaque de façon un peu bizarre ou à certaines heures de la journée ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr de changer concrètement mon quotidien vis-à-vis de ça et ça me stresserait plus qu'autre chose parce que j'aurais pas forcément la connaissance exacte de pouvoir interpréter ce genre de choses. Un pic de fréquence, c'est normal quand tu fais du sport? Est-ce que c'est normal quand tu commences à te lever? Enfin, j'ai vu des gens qui avaient justement des montres et qui s'affolaient parce que dès qu'ils se levaient de leur chaise, leur fréquence cardiaque augmentait. Bon, bah derrière, c'est normal en fait. Donc, est-ce qu'il y a réellement besoin de savoir ce genre de choses quand tu es un peu ignorant sur le sujet? Et je le suis. Je suis pas sûr que ça t'apporte autant de plus-value que ça t'apporte de stress ou quoi que ce soit. Bah, c'est le sujet de l'interprétation, je suis entièrement d'accord. L'avoir au quotidien, moi je suis pas pour, c'est pour ça que je regardais là ce que je montre à l'écran, Ouais. ce genre d'appareil, le Polar HD, qui m'intéresse pas mal, on est dans la démarche que tu exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire pendant une fenêtre de temps donnée. Mm. Mais du coup, on n'est pas dans une démarche de novice, de gadget récréatif, de j'achète une montre et puis ça va me dire si je suis en bonne santé sans rien faire de plus en la portant H24. On est dans une vraie démarche ou de santé ou de performance, qu'on soit entrepreneur ou pas. Et j'aime bien ce genre d'outil parce que ça va dans cette démarche de je le place dans une fenêtre de temps précise, par exemple pendant 3 mois ou pendant le temps d'une séance de sport, enfin peu importe. Et derrière, je fais moi-même l'interprétation des données, mais Mm. ça sous-entend qu'il faut se former un minimum à ça. C'est pour ça que c'est pas si simple, parce que souvent l'interprétation des données qui est proposée par les interfaces qui accompagnent ces gadgets-là, ces outils-là, c'est des interprétations grand public. Tu sais, comme les balances connectées, quoi. Et donc, c'est un Ouais, c'est truc, ça. on part du principe que tu fais 1,80 m, on part du principe que tu fais 80 kilos, on part du principe que tu es ni gros ni maigre. Et donc, tu as une interprétation qui a aucun sens. Et ça, je te rejoins totalement. C'est pour ça que ça m'a jamais attiré d'avoir une Apple Watch ou ce genre de choses pour ça, en tout cas. Il n'y a pas que ça, Mm. mais en tout cas, ça m'attire encore moins. Mais dans le cadre plutôt d'une démarche de recherche,
et de connaissance de soi, etc., bah là, ça m'intéresse, mais à condition que je fasse l'interprétation moi-même des données. Et donc, c'est pour ça que Ouais. ça demande quand même de s'organiser, de traquer pas uniquement la pulsation du cœur, mais plein d'autres choses. Parce que tu vois, là, il y a une corrélation aussi intéressante, c'est par rapport à ça, peu importe le biomarqueur qu'on utilise, prenons la variabilité de fréquence cardiaque, prenons celui-ci, mais il y en a plein d'autres. Euh, Comment je me sens? C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au sommeil, c'est quoi mon ressenti Mm. intérieur? Ça se trouve, d'un point de vue clinique, les données sont pas bonnes, mais moi, si je me sens bien, ça change les choses que si je me sens pas bien. Et ouais, si je Et travaille bien, j'ai pas de raison de réellement changer ou de me dire, ah ben, s'il faut que je traque ou quoi que ce soit cette partie-là, vu que bah, je me sens bien et ça me permet d'avoir mes objectifs. Donc, franchement, ça nous fait une transition toute trouvée sur le sommeil. oui, oui. Bah oui, parce que C'est quoi ton organisation? le sommeil, ça reste bah, évidemment l'élément le plus important, hein, après enfin, avec sûrement l'alimentation et puis le sport ou l'activité physique, etc. Bon, le sommeil, quand il pense 2 secondes, c'est vrai que c'est quand même, une sacrée douille. Ce serait bien qu'il y ait une pilule qui soit inventée, qu'on ait plus besoin de dormir parce que ça te fait perdre quand même 30 de ta vie sur terre, quoi. Ça me fait flipper et je peux comprendre qu'il y a vraiment des gens qui veulent dormir moins ou quoi que ce soit, pour essayer justement de réduire ce temps-là et de d'en profiter au maximum les yeux ouverts, quoi. Mais ouais, après là, force est de constater que, pour le moment, on n'a pas le choix que de dormir et en tout cas, moi, je trouve que, enfin, j'ai aussi testé pas mal de choses. Je pense que ça, tout le monde le sait justement, depuis qu'il est ado ou étudiant et ça peut varier dans la vie, mais généralement, tu sais si tu es plutôt du matin, si tu es plutôt du soir, si tu arrives plus ou moins à mieux travailler le matin ou travailler le soir, être efficace ou quoi que ce soit. Bon, moi, j'ai vite compris qu'en vrai, le matin, c'était quand même beaucoup mieux. Notamment parce que j'ai besoin vraiment de dormir et j'aime bien me coucher assez tôt. Je suis incapable de dormir moins de 7 heures. En tout cas, je peux évidemment, mais je vais juste ressentir les effets quasi immédiats le lendemain et être beaucoup moins productif. Et en fait, ça va surtout m'impacter, moi, dans mon humeur et ma motivation. Mais c'est assez fou. Je sais même pas si d'ailleurs c'est pas un cercle un peu vicieux de savoir ça et donc du coup moi-même inconsciemment je me dis bah comme j'ai mal dormi je vais passer une mauvaise journée. Donc je sais même pas si c'est pas forcément bon, mais en tout cas ça a été c'est quelque chose que j'ai vachement remarqué et que j'essaie de me tenir justement à dormir assez bien. Après la qualité du sommeil c'est très compliqué aussi, je trouve. Ça dépend vraiment de la température. Là, en ce moment, c'est l'été, j'ai pas forcément la clim. C'est beaucoup plus dur de dormir. Quand tu dors avec quelqu'un ou quoi que ce soit, faut aussi faire des compromis quand la personne ne veut pas forcément se coucher à la même heure ou quoi que ce soit. Donc, ça fait partie du jeu, etc. Mais c'est vrai que le nombre d'heures de sommeil au moins allongé et reposé, les yeux fermés, sans écran ni rien, moi, c'est quelque chose qui est hyper important et minimum 7 heures, sinon vraiment je le ressens directement, quoi. Tu le ressens physiquement, mais également dans tes perfs. Tu vois, genre dans ta Ouais. journée de boulot, c'est une galère, quoi. Bah, mentalement et dans la volonté en fait simplement de vouloir faire quelque chose, quoi. Ouais. C'est-à-dire de me dire bah ça j'ai un problème compliqué à résoudre aujourd'hui, bah, flemme en fait, je vais pas le faire et je vais passer à autre chose ou je vais passer un peu plus de temps sur les réseaux sociaux, je vais passer un peu plus de temps sur mon tel, je vais faire une pause un peu plus longue et à la fin j'aurai toujours pas envie de m'y mettre, quoi. Donc, généralement, quand je manque de sommeil, j'essaie de faire des siestes. Je suis pas un énorme fan de sieste au milieu, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je trouve que c'est pas mal. Ma seule manière de faire une sieste, c'est de prendre un café juste avant d'aller dormir. Et comme généralement, le café tape à peu près 30 minutes après, en fait, tu as le temps de quand même normalement t'endormir. Je me connais suffisamment pour savoir à peu près comment m'endormir. Et en fait, à ce moment-là, bah, voilà, au bout de 30 minutes, à la fois avec un réveil et avec le café qui tape, en fait, ça te réveille assez instantanément. Parce que cette torpeur un peu que tu as quand tu commences à t'endormir, mais que le réveil sonne au bout de 30 minutes, il est très compliqué, je trouve, à passer au-dessus. Et du coup, bah, ça t'aide pas forcément, surtout si c'est en début d'après-midi, juste après manger, tu as la digestion qui commence. Donc le café, je trouve qu'il sert un peu de coup de fouet pour te relever et 30 minutes max, moi, ça me réussit assez bien quand j'en ai besoin, quoi. Putain, j'y avais jamais pensé. En plus, c'est hyper contre-intuitif de se dire je vais prendre un café juste avant de faire une sieste. Ouais, Mais en fait, t'as raison, c'est prouvé, la caféine,
elle arrive pas dans le sang genre en 8 secondes, tu vois. Donc après, effectivement, d'une personne à l'autre, d'un profil à l'autre, c'est peut-être différent parce qu'il y a des gens Ça qui peut ont changer. peut-être plus de mal à s'endormir. Donc si tu mets une demi-heure à rentrer dans ta sieste, là c'est cuit. Mais j'y avais jamais pensé. Et c'est pas con, c'est un bon hack pour éviter d'être dans la sauce. Parce que ça, c'est le pire truc. Des fois, tu tapes une petite sieste, t'es 3 heures dans la sauce derrière. Et là, t'as tout niqué. Il y a plein de théories par rapport à ça. Il y en a qui disent faut faire des micro-siestes de 2 minutes, de machin, faut lever les yeux en l'air, faut lever le petit doigt. J'ai tout lu. Ouais. Franchement, Il y a de des tout, fois, hein. des fois, tu te dis c'est juste peut-être un effet juste pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux, quoi. Genre lever le doigt en l'air, en fait, ça viendrait je sais plus quoi d'ailleurs, d'un ADN qu'on a de nos ancêtres, les paléolithiques là. Et par contre, ce que je montre à l'écran, ça c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques années, et, tu connais peut-être, mais que je trouve toujours intéressant de repartager. C'est qu'en fait, il y a des types qui ont analysé ça et que on est tous d'accord pour dire que le sommeil c'est important pour tout le monde, mais chacun a quand même, on ne sait pas trop d'où ça viendrait. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est de l'acquis? Je sais pas. Mais il y aurait quatre euh, types, enfin, quatre chronotypes en fait. Et par Ok. rapport à ça, il y a des préconisations qui sont faites et c'est assez important de savoir dans quelle. Alors c'est un peu les quatre maisons de Poudlard, mais c'est assez intéressant de savoir dans lequel on se situe à peu près parce qu'en fait, il donne pas mal de conseils faciles à appliquer en fonction de ton chronotype. Par exemple, tu vois, donc t'as l'ours, t'as le lion, t'as le loup et t'as le dauphin. Par exemple, le lion, lui, je lis en même temps, c'est nous vous conseillons d'effectuer les tâches les plus importantes et les appels importants en début de matinée afin de tirer meilleure partie de votre productivité. Parce qu'en gros, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement les gens du matin. Et, et voilà, t'as l'ours, c'est plutôt milieu de matinée. Donc c'est les gens qui ont plutôt un peu plus de mal ils sont un peu moins du matin, ils sont de journée, eux, en fait. Ils sont ni du matin ni du soir, je crois, hein, de mémoire. Après, tu as le loup, où là, pas du tout du matin, plutôt du soir. Et je crois que tu as le dauphin, qui est un peu un mix. Ouais, voilà, le disrupted sleep. Ça, c'est le pire, je crois. C'est qu'en fait, Tu l'as réveillé. c'est quelqu'un qui est jamais de nulle part, quoi. Tu vois, il est jamais du matin, jamais. Il a des moments de up et des moments de down, constamment, en fait. Euh, voilà, et je trouve ça assez intéressant parce que c'est assez documenté ce truc-là. Là, ça fait un peu de test Facebook foireux, mais c'est assez documenté et en fait, on pourrait foutre la population mondiale dans une de ces quatre Dans une de ces cases, cases à chaque fois. Et il y a, tu vois, il y a à chaque fois les meilleures heures de productivité, quoi. Et c'est vrai qu'en général, on a tendance à dire, ok, je suis du matin, je suis du soir. Donc, tu sais, les lions pardon, et les loups. Mais en fait, voilà, pas que, tu vois, Mm. il y en a d'autres. Et bon, là, j'ai pris une illustration pas ouf. Il y a des trucs bien plus. Et puis, je suis sur le site de Emma. Ils vendent des matelas. Ouais. Mais mais voilà. Donc, je sais pas si tu connaissais ce truc-là, le chronotype. Non, pas du tout. C'est intéressant. Après, j'avoue que ça me fait penser un peu à de l'astrologie. Et Ouais, du coup, j'arrive pas trop à savoir parce que moi, j'ai l'impression d'être un lion. Mais bon, je pense que n'importe qui regarde ça et il trouve son animal. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal avec ce genre de choses. Non pas que c'est pas backupé par des études et tout, hein. Mais c'est vrai que du coup, bah, je suis là, ok, mais du coup, j'en fais quoi? C'est comme tout, il faut aller un peu plus loin du coup. Mais c'est vrai que là, je vois ça, bah, ok, peut-être que je fasse des siestes entre midi et deux. Mais, euh, ouais, mais c'est non, le. mais c'est intéressant par contre de c'est- pouvoir voir les trucs comme ça, notamment sur les sleep tips. En vrai, c'est pas Ouais, mal c'est ça. de pouvoir donner des conseils et tout. Encore une fois, en une illustration, c'est vrai qu'il y a, voilà, ça manque un peu de profondeur, mais tu vois, en discutant avec Maëlle, elle a pas du tout le même chronotype que moi, Ouais, et c'est même plutôt l'inverse, et du coup, c'est intéressant de regarder ça, parce qu'après, tu organises tes journées en fonction d'eux, et encore une fois, alors quand tu es salarié, que tu es contraint par des horaires qu'on t'impose, etc., c'est beaucoup plus délicat. Comme tu dis, c'est bien beau de savoir ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Quand tu es ouais, entrepreneur et que tu es maître de ta propre productivité, de ton propre temps, et que de tes décisions découleront tes performances, bah, je trouve que prendre en compte ça parmi tous les autres outils, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, la démarche, moi c'est toujours la même, hein, c'est une démarche, là pour le coup, scientifique, c'est faire des hypothèses de départ, tester sur une période donnée et analyser les résultats. Et ainsi de ouais. suite. Et moi, j'ai testé pas mal de choses. Par exemple, une fois, enfin, pendant une période, pendant à peu près 2 3 mois, ce que j'ai testé, c'est de venir très très tôt au boulot. Ok. Pour tout un tas de raisons.
Et alors quand je dis très très tôt, c'est pas non plus 3 heures du matin, j'étais pas un boulanger, mais globalement j'arrivais entre 6 et 7 heures. Ok. J'étais actif sur mon ordi à partir de 6 et 7 heures, donc je me levais à 5 et je faisais ma journée en fait en un bloc de globalement 6 heures à 13 heures ou de voilà, j'essayais de faire ça avec des pauses, hein, mais ce que je veux dire c'est que j'allais pas manger au milieu parce que j'étais toujours dans ce truc de mais en fait de 14 à 15 vu que je suis en digestion, je suis pas là, je suis pas dedans. En plus le temps de midi, c'est un temps qui te pète ta journée en deux. Voilà, avantage inconvénient. Donc j'ai testé un peu de faire ça. Bon, résultat, ça me convient pas parce que tu es socialement un peu décalé des autres. Donc, Mm. parce que tu te couches plus tôt, hein. Je me couchais pas à minuit pour me lever à 5, sinon, comme toi, j'étais cuit. J'ai besoin aussi de pas mal d'heures de sommeil pour récupérer. Et donc, bah voilà, je fais du sport le soir. Et c'est pas moi qui décide de mes horaires de sport le soir parce que c'est des cours co, etc. Donc, bah, par rapport à tout ça, ça se mettait pas bien dans ma vie. Donc, j'ai changé ça. Mais par contre, le fait de se dire, je mets en place une période d'observation, j'analyse ça, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, j'en tire des conclusions et d'avancer comme ça, je trouve que c'est hyper. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début, quoi. Ouais. Et il y a ça, il y a un autre truc aussi que tu avais écrit qui. Voilà, j'ai pas de transition toute trouvée, hein, mais c'est Raconte-moi. la marche. Ouais, enfin, la marche, j'ai l'impression que juste parfois au 21e siècle, on réinvente des trucs qui existent depuis des millénaires, tu sais. Qu'on est là, on a découvert le feu il y a je sais pas combien d'années, on est là, wow, c'est impressionnant. Mais c'est vraiment ça, parce que vraiment la marche, bah, pour moi, c'est hyper sous-coté, parce que vraiment, c'est le sport le plus simple et accessible et tout. Mais juste, ça fait vraiment énormément de bien. Alors évidemment, je fais quand même du sport à côté, mais enfin, je suis sédentaire parce que de base, je reste énormément assis toute la journée devant mon écran. Et les jours de repos de sport ou quoi que ce soit, je fais pas mal de natation, mais bon, il y a des jours où je fais pas de sport du tout, ni de course, ni de natation. Et c'est vrai que bah, ne pas faire du tout de sport, je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose dans la journée. Et surtout ne pas sortir, ou même ne pas aller prendre l'air et pas du tout aller marcher. Et donc, du coup, bah, la marche, ça reste quand même la routine la plus simple, mais extrêmement puissante, avec franchement, essayer de se mettre un objectif d'environ 7 000 pas par jour minimum. Ça correspond à peu près à 1 heure dans la journée. Et en fait, pour éviter de marcher pendant 1 heure, parce que bah, c'est pas forcément très agréable, j'essaie de scinder en 2 ou 3 fois. Donc toujours le matin, et ça, je pense que c'est quelque chose, on va pas passer non plus 40 000 ans sur une morning routine, parce que chacun a sa propre routine. Mais en tout cas, moi, un des trucs les plus importants et que je fais maintenant depuis des années, c'est d'aller marcher le matin. Et dès que je me suis levé, c'est après un verre d'eau, c'est la deuxième chose que je vais faire. Et c'est vrai que je vais marcher entre 20 et 30 minutes. Et en fait, juste, ça t'aère l'esprit, vraiment, ça me fait du bien de couper totalement, de sortir de mon lit, de sortir de chez moi pour ensuite re-rentrer. Parce que comme je travaille aussi chez moi, ça me permet de vraiment avoir la cassure entre la période de sommeil et ensuite la période de la journée de travail qui va commencer et de s'oxygéner, etc. Et ça marche super bien. Enfin, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, qui te fait perdre aussi un petit peu de calories. Ça te permet d'avoir un peu de sport, même si ça reste des calories que tu perds de façon un peu je veux dire, passive, parce que bon, c'est pas un gros effort. C'est simplement que ça te permet quand même d'avoir un tout petit peu d'activité. Et bah, moi, j'y vais toujours avec un podcast. J'ai remarqué que la musique, c'était pas trop ça. Je trouvais ça un peu long. C'est-à-dire que si en plus tu marches, tu as l'habitude, tu marches toujours un peu au même endroit et en plus tu écoutes de la musique, bon, c'est pas très agréable. Par contre, des podcasts, là, tu en profites justement pour faire ta veille technologique, de faire sur des sujets de développement qui t'intéressent ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, bah, à la fin, c'est même pas du temps perdu, parce que c'est du temps pour toi, c'est du temps important pour que justement tu t'oxygènes et ça te fasse du bien. Et en même temps, en plus, tu apprends des choses quand tu sais trouver les bons podcasts, etc. Donc, ouais, c'est ultra simple, mais juste, moi, je le fais vraiment tous les jours. Mes potes se foutent un peu de moi parce que bah, littéralement, je fais des boucles, quoi. Je fais toujours les mêmes et surtout que je vais juste chez moi, quoi. Donc, à chaque fois, mon point de chute, c'est chez moi, parce que quand tu as un bureau ou quoi que ce soit et que tu es obligé d'y aller à pied, c'est cool. Mais quand t'en as pas, bah, c'est vrai que c'est bien de se forcer à sortir. Et ouais, super simple, super technique. Et franchement, il y a des fois, les choses les plus simples sont vraiment les meilleures, quoi.
Les gens qui écoutent cet épisode, ils doivent se dire, bah nickel, en termes de conseils, on est bien là. Marcher, Dormir 7 heures dormir et marcher. et, euh, et noter. Mais en C'est vrai soi, comme tu que dis, c'est les choses les plus. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est des choses hyper accessibles. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'être équipé. Et putain, la plupart des gens le font pas. Et c'est étonnant, tu vois. Mais c'est pareil, est-ce que tu notes par exemple quand tu marches et quand tu marches pas? Est-ce que tu as, ce Non, mais réflexe ou pas? non, mais mon téléphone avec Google Fit enregistre automatiquement le nombre de pas et je l'ai regardé pendant un moment donné. Maintenant, j'ai totalement arrêté. Voilà, j'essaie de regarder à peu près au mois aussi, à voir combien ça fait. Ça peut vite monter, hein, évidemment. Ça monte. Tu peux faire 200 000 pas à peu près dans le mois, quoi. C'est l'idée minimum si tu fais 7 000 pas. Et non, j'ai arrêté de le faire. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on dit des trucs, mais genre, c'est des banalités. On devrait même pas ne devrait même plus le dire parce qu'il y a une quantité de vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit qui essaient de te prouver des techniques de ninja ou des techniques impressionnantes qui pourraient être un secret gardé ou quoi que ce soit. Mais en fait, enfin, moi, je suis beaucoup tombé dedans justement à tester un peu tout. Et en fait, parfois, les trucs les plus simples, c'est vraiment les meilleurs. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Si on a fait ça pendant 2000 ans, c'est qu'il y a une raison. Donc, ouais, c'est simple mais efficace. On peut clôturer avec une petite pensée à tous ces vendeurs de morning routine ultra complexes où il faut prendre un bain glacé, il faut faire de la méditation pleinement, je sais pas quoi, consciente, il faut manger du Ouais, concombre, il faut... petite pensée à ces gens-là qui font un business, mais qui font des couilles en or avec 3 livres. ouais. Et en fait, Mm. peut-être que le livre qui serait le plus efficace, c'est le livre ou la méthode, c'est suis les conseils les plus basique du monde, dors, marche et bois pas d'alcool et Ouais, mais tu ça verras. vendrait pas, quoi. Le problème, c'est Ouais, que ça vend ça pas, vend, quoi, ce genre de choses. Mais bon. ça vend pas et c'est pour ça que peut-être le business c'est de vendre plutôt des outils de mesure. Je reviens toujours sur mon truc, de vendre des outils de Mm. mesure pour que les gens constatent par eux-mêmes et se disent ah, putain en fait j'ai des résultats. Tu vois, j'ai testé 1 milliard de régimes, j'ai testé 1 milliard de méthodes, mais le seul où j'ai des résultats, c'est juste parce que j'ai mis en place une observabilité des actions que je fais. Eh ben écoute, ouais, il y avait plein d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, parce que Bon, on il y a l'abordera peut-être la prochaine fois. peut-être la prochaine fois, parce que cette thématique, elle concerne tout le monde en fait. Donc Mm. moi, ça me passionne. Et bah ouais, carrément, un prochain épisode où on pourra parler notamment de nutrition, Mm. notamment, distraction numérique aussi, tous ces Ouais, sujets-là. Écoute, super important ça. je te souhaite une bonne quinzaine là, avant le prochain épisode, et à plus. Et à toi aussi, salut! Ciao.